En début 2011, une série de vols improbables s'est déroulée au Maryland aux États-Unis. Tous les supermarchés de la région se faisaient dérober des bidons de lessive. Et pas n'importe quelle marque non plus. Les supermarchés se faisaient voler constamment des bidons de la marque Tide. Certains supermarchés déclaraient des pertes allant de 10 à 15 000 $ par mois en bidons de lessive. 15 000 $ en lessive par mois, bon, fait chier quoi. Donc c'est quoi le délire en fait? Les dealers commençaient à accepter des bidons de lessive contre du bédo ou quoi? Ouais, non, ouais, en fait c'est exactement ça, les dealers commençaient à accepter des bidons de lessive contre du bédo. Un bidon de Tide qui coûtait 20 $ en supermarché pouvait te procurer environ 5 $ de weed dans la rue. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours demandé pourquoi on avait arrêté d'utiliser le troc. J'ai toujours entendu que l'argent est la racine du mal, ou en tout cas l'amour de l'argent est la racine du mal. On voit les gens s'entretuer un petit peu pour de l'argent un peu partout, donc pourquoi on n'enlèverait pas carrément l'argent et on recommencerait pas à échanger des œufs contre de la salade ou des bidons de lessive contre du bédo par exemple. Bien entendu, le problème est loin d'être aussi simple que ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé mes réflexions étant petit. Par exemple, pourquoi l'or a-t-il vraiment de la valeur? On ne le mange pas, ça sert pas à grand chose, on peut même pas laver ses fringues avec, je veux dire, enfin voilà, je voyais vraiment pas le truc. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'argent. C'est vrai que la majorité d'entre nous passent leur temps à courir après, donc plus quelque chose a de l'importance dans notre vie, plus c'est important pour moi de le comprendre. Les habitants des îles Yap ont fonctionné pendant très longtemps avec un système monétaire assez particulier. Vous voyez cette grosse pierre avec un trou au milieu? Ça c'était leur monnaie d'échange. Donc vous imaginez bien qu'ils ne les trouvaient pas par terre. Ce qu'ils devaient faire pour s'en procurer, c'était de prendre leur bateau, qui étaient des embarcations précaires en bambou, et ils devaient voyager jusqu'aux îles Palaos pour trouver ces pierres. Ils devaient ensuite soit échanger ces pierres brutes contre de la bouffe, soit se battre contre les tribus locales. Et ensuite, il fallait tailler ces grosses pierres qui pouvaient faire plusieurs tonnes pour pouvoir finalement les ramener au bled. Bien entendu, plus la pierre a été difficile à ramener, plus elle avait de la valeur. C'est-à-dire que si la pierre était grosse et lourde, ou s'ils avaient dû se battre contre des tribus ou faire face à des orages, tout ça lui donnait plus de valeur. Une autre forme de monnaie assez répandue était les monetaria moneta, un petit coquillage. Les dents de dauphin ont aussi été utilisées dans les îles Salomon, puis ensuite il y a l'or bien entendu qui reste précieux aujourd'hui. Donc tous ces médiums d'échange ont vraiment des qualités en commun, mais il y a vraiment une chose qui ressort pour moi, c'est simplement qu'aucun de ces médiums ont vraiment d'utilité en soi. Donc pourquoi je passe ma vie à courir après les thunes? Imaginez qu'un petit groupe de gens se soit échoué sur une île déserte. Donc ils se divisent les tâches et il y a un groupe qui part chercher de l'eau, un autre qui va pêcher, un autre qui récolte des fruits, un autre qui se met à créer des habits, des outils, etc. Le groupe qui est allé pêcher peut alors troquer une partie de la pêche contre de l'eau, des fruits ou des outils par exemple. Donc le troc peut être très utile, mais jusqu'à un certain niveau de complexité seulement. Très rapidement, ce moyen de fonctionnement ne marche plus aussi bien qu'on aimerait. Imaginez que les poissons ne sont autour de l'île qu'à une certaine période de l'année, ou que les fruits soient saisonniers par exemple. Comment on s'organise? Tu me files 2 kilos de mangue maintenant et je te filerai 3 poissons dès que la saison des pêches commence? Peut-être qu'une fois la saison de la pêche est arrivée, je vais essayer de te la mettre à l'envers en faisant semblant que je me rappelle plus que tu m'as filé des mangues la saison dernière. Donc voilà, plus le groupe grossit, plus la situation devient complexe. Non seulement ça, mais imaginez qu'en revenant de la cueillette, vous souhaitez acheter de l'eau, mais que ceux qui en vendent ne sont intéressés que par du poisson. Vous devez alors trouver quelqu'un qui a du poisson et qui veut des mangues, pour ensuite pouvoir échanger les poissons contre de l'eau que vous vouliez vraiment depuis le début. Encore un autre problème avec le système du troc, c'est que si je passe ma journée à ramasser des mangues, il va falloir que je me souvienne que 1 litre d'eau est égal à 3 mangues, qu'il faut 1 kg de mangue pour pouvoir avoir 2 poissons, et ensuite qu'il va falloir 7 kg de mangue pour me payer des chaussures en peau de bête par exemple. Il va falloir que je me souvienne de tout en unités de mangue. Et pareil pour celui qui va chercher de l'eau, il va devoir se rappeler de tout en unités d'eau. Et donc tout ça, ça devient vite galère quoi. Maintenant, il existe un outil qui va régler tous ces problèmes d'un coup, la monnaie d'échange. Par exemple, si notre groupe décide d'utiliser une certaine espèce de coquillage, alors le prix d'un litre d'eau, d'un kilo de mangue ou d'un poisson sera fixé en coquillage. Ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Je vais pouvoir vendre mes mangues pendant la saison et garder mon excédent en coquillage pour acheter les poissons dans quelques mois. Chose que je n'aurais pas pu faire avec mes mangues parce qu'elles auraient toutes été pourries entre temps. Une monnaie d'échange règle même le problème de la confiance parce que je sais que tout le groupe accepte cette monnaie d'échange. Donc je peux échanger mes mangues contre des coquillages et je sais que ces coquillages représentent la valeur de mes mangues. Maintenant, on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi comme monnaie d'échange. Par exemple, si notre groupe de naufragés avait décidé d'utiliser des grammes de sable comme monnaie.
Dès le lendemain, tout le monde serait parti à la plage se bourrer les poches de sable et aurait pris le reste de la journée pour eux, un petit peu comme si tout le monde avait gagné au loto en même temps. Par contre, en rentrant de la plage, tout le monde aurait eu énormément de sable, mais absolument rien à vendre ni à acheter. Et c'est certainement à ce moment-là qu'il y aurait eu un gros bug. Donc peut-être que le sable n'était pas une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place ? Il se trouve qu'Aristote avait déjà réfléchi à la chose et il s'est dit que pour avoir une bonne monnaie d'échange, il faut que la chose respecte 4 règles fondamentales. Une monnaie d'échange doit être durable, on ne peut pas utiliser des mangues comme monnaie parce qu'elles pourrissent vite, il faut quelque chose qui puisse tenir le temps. Il faut que la monnaie soit portable aussi, donc on va éviter d'utiliser des briques comme monnaie d'échange parce que c'est pas pratique du tout. Une monnaie d'échange doit aussi être divisible et que chaque unité soit interchangeable. En gros, il faut que ça soit facile à le séparer et à le réassembler sans l'abîmer et que chaque unité soit égale en valeur. Donc 1 gramme d'or reste 1 gramme d'or partout sur Terre et à travers les âges, mais si par exemple je prends un tableau de Picasso qui a de la valeur, je ne vais pas pouvoir acheter quelque chose qui a moins de valeur que ce tableau. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir le diviser en plus petites parties pour n'utiliser qu'une petite partie de sa valeur. C'est pas possible. Dès que je vais commencer à le couper, il va perdre de sa valeur. Je vais donc pas pouvoir acheter 1 kilo de mangue avec mon tableau de Picasso. Finalement, il faut que cette monnaie d'échange ait une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que notre monnaie doit avoir une valeur en elle-même. Maintenant, il y a un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Comment des choses comme de l'or, des dents de dauphin ou des coquillages peuvent avoir des valeurs en eux-mêmes? Encore une fois, ces choses ne nous servent à rien, donc qu'est-ce qui donne de la valeur à notre monnaie? Ce qui donne sa valeur à une chose, c'est sa rareté. Si les coquillages ou l'or ou les pierres de rail sont précieuses, c'est que ça nous demande du temps et de l'énergie pour les mettre en circulation. La seule chose que vous perdez à tout instant et que vous ne retrouverez plus jamais, c'est votre temps. Votre temps est une unité de valeur universelle. Et voilà pourquoi l'or en particulier est une excellente monnaie d'échange. C'est durable, l'or ne se dégrade pas, c'est divisible et portable, c'est un métal relativement souple qu'on peut modeler facilement, donc on peut en faire des pièces, les refondre, en frapper de nouvelles. On peut même faire des dents en or parce que très peu de gens sont allergiques à l'or, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres métaux. Et finalement, c'est rare. Il a fallu que beaucoup de gens donnent leur temps de vie en bonne santé pour trouver cet or et le sortir de la terre. Il a fallu que d'autres gens le raffinent pour le mettre en circulation. Tous ces gens ont donc dû passer du temps à apprendre à le faire. Il a aussi fallu frapper les pièces, ce qui demande aussi du temps et du savoir-faire, ce qui revient à dire du temps de main-d'œuvre et du temps d'apprentissage. L'argent, c'est du temps. Les coquillages par contre remplissent moins bien ce rôle, ils ne sont pas vraiment durables donc ils ont tendance à se dégrader avec le temps, par contre ils sont portables et divisibles si on considère un coquillage comme étant la plus petite unité de valeur. Et ça a quand même une certaine valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'on doit passer du temps à les récolter. Maintenant, pourquoi est-ce que j'échangerais tout ce temps que j'ai passé à collecter mes mangues contre de l'or ou des coquillages qui me serviront à rien? Parce qu'au final, je prends quand même un risque à le faire. La seule chose qui me pousse à accepter une monnaie d'échange, c'est ma conviction que je pourrais à mon tour échanger cette monnaie contre des biens qui ont une réelle valeur pour moi. Donc c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, des terrains, des matières premières, etc. Et ça c'est quelque chose de très important parce que si je passe mon temps à récolter des mangues que j'échange contre des coquillages que personne n'acceptera plus tard, j'ai perdu mon temps. Maintenant, il est intéressant de se demander ce qui donne de la valeur à la monnaie qu'on utilise aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne de la valeur à l'euro par exemple? Honnêtement, si on demandait à Aristote, je suis pas sûr qu'il soit bien rassuré. L'euro est durable tant qu'on a accès à nos ordinateurs. La majorité des euros est sous forme digitale, donc s'il n'y a plus d'électricité pour une raison ou pour une autre, l'euro ne risque pas de tenir bien longtemps. L'euro est complètement portable et divisible, c'est sous forme digitale, sous forme de papier, sous forme d'alliage de métaux. Ça a été créé pour que ça soit facilement transportable et divisible. Donc on peut critiquer l'euro tant qu'on veut, on ne va quand même pas lui enlever ça. En plus, c'est pas rare du tout, des euros sont créés constamment, puis ça ne demande pas plus de temps ni d'énergie d'imprimer un billet de 5 euros ou d'imprimer un billet de 500 euros. Donc qu'est-ce qui donne cette valeur à l'euro ? Ce qui donne sa valeur à l'euro, c'est simplement qu'on nous force à l'utiliser. C'est-à-dire que légalement, on est obligé d'utiliser cette monnaie d'échange. Si quelqu'un souhaite acheter quelque chose en Europe, il devra payer en euros. Si on produit des biens en France, on devra les vendre en euros. On devra payer nos taxes en euros, si on a besoin d'un crédit, on devra le prendre et le repayer en euros, etc. Donc pour en revenir à notre analogie de l'île déserte, c'est comme si certaines personnes de notre groupe de survivants avaient pris possession de la plage et avaient forcé tout le groupe à utiliser des grammes de sable comme monnaie d'échange. Donc au début ça n'aurait pas posé de problème tant que la quantité de sable reste stable. Ça donne l'illusion au groupe que le sable est rare et donc que le sable a une réelle valeur. Et c'est plus ou moins le cas tant qu'on n'ajoute pas plus de sable en circulation.
Maintenant, avouez que c'est difficile de serrer la ceinture si notre monnaie d'échange est du sable et qu'on possède une plage. Et plus il y a de sable en circulation, plus mon kilo de mangue va coûter cher en sable. Imaginons une situation avec seulement 1 kg de mangue et un poisson sur l'île et qu'on s'est accordé pour dire que le poisson vaut le kilo de mangue. Si on utilise toujours les grammes de sable comme monnaie d'échange et qu'il y a 1 kg de sable en circulation, le poisson aura la valeur de 500 g de sable et le kilo de mangue aura aussi une valeur de 500 g de sable. Si par contre on ajoute 1 kg de sable supplémentaire, alors le poisson et les mangues auront tous les deux une valeur d'1 kg de sable. Le sable n'ayant pas de valeur en lui-même, il représente seulement la valeur de tout ce qu'on peut acheter avec. Ajouter du sable en circulation, c'est de l'inflation, c'est une augmentation de la quantité de monnaie d'échange. Et c'est exactement le problème de l'euro aujourd'hui. Donc je dis euro, mais c'est la même chose pour le dollar, le bolivar, le yuan, le yen, le peso ou plus ou moins toutes les autres monnaies nationales. Si vous aviez mis 1000 euros sous votre matelas en janvier 2000, aujourd'hui il ne correspondrait plus qu'à 734 euros et 87 centimes. Vous auriez perdu un quart de cette somme juste parce qu'il y a aujourd'hui plus d'euros en circulation qu'en l'an 2000. Et cette somme n'inclut ni vos taxes ni la hausse générale des prix. C'est-à-dire qu'une heure sur 4 que vous avez passé à accumuler ces 1000 euros que vous n'avez pas touchés pendant pratiquement 20 ans, ont été littéralement échangés contre du papier. Pour conclure cet épisode, je vais citer Andreas Antonopoulos. Nous, mesdames et messieurs, participons à une illusion collective dans laquelle nous croyons fermement que le papier que nous avons dans la poche aujourd'hui aura la même valeur demain. Je vous conseille fortement de lire La crise financière française de 1789 à 1799 de Andrew Dickson White. Le livre est très court et très compréhensible, il est aussi disponible en anglais gratuitement en ligne, donc je vous mets un lien vers toutes mes sources, vers les musiques utilisées et vers ce livre dans la description de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en me tipant en Bitcoin ou en Ethereum, sinon sur Tipeee si vous le souhaitez. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!